Salut à tous, la Wizards Nation. On se retrouve aujourd'hui pour une preview de la série contre les Sixers. Oui, les Wizards sont en playoff. Oui, ils ont dû passer par le play-in, mais les résultats sont là. On va faire les playoffs et aujourd'hui, je suis avec Alexis, l'autre CM. Comment vas-tu, Alexis? Ça va très très bien et toi, Quentin? Impeccable, impeccable. On aborde une fin de saison, un sprint final un peu haletant. C'était pas prévu il y a un mois encore qu'on soit là. Donc, que du positif. Et donc, du coup, on va pouvoir aborder un petit peu cette série qui s'annonce quand même, on va pas se le cacher, assez compliquée. Je te propose de commencer par une petite dynamique des deux équipes. Sur les 20 derniers matchs, les Wizards sont en 15 victoires et 5 défaites et les Sixers en 14 victoires et 6 défaites. Donc, c'est les deux derrière New York à l'Est les plus performants sur les 20 derniers matchs. Donc, quantitativement, c'est assez similaire, mais par contre, dans les faits, il y a quand même plusieurs choses qui se distinguent. Les Wizards, ils ont quand même dû faire un push assez extrême sur le dernier mois de compétition pour pouvoir entrer d'abord par le play-in et se retrouver aujourd'hui en play-off. Du côté des Sixers, beaucoup de blowout, donc ils ont pu faire reposer beaucoup de fois sur les fins de match de nombreux cadres. Ils n'ont pas fait le play-in, donc une semaine de repos. Ça fait une semaine qu'ils se préparent à affronter la terrible équipe des Wizards. Donc voilà, quantitativement, c'est assez similaire, mais dans les faits, il y a quand même une bonne différence au niveau de la dynamique. Ouais, clairement. Après, je pense que pour le coup, on arrive avec finalement rien à perdre. Je pense que mentalement, la saison n'est pas réussie parce que si tu prends un sweep, il y aura forcément un petit parfum d'échec. Mais je pense qu'on arrive dans des dispositions plutôt positives, un peu à l'image des Sixers qui doivent être, enfin, qui ont vraiment accumulé qui ont vraiment beaucoup de certitudes en fait, tout simplement en arrivant face à nous. Nous, on en a acquis quelques-unes sur ces derniers mois, mais ça reste forcément plus léger. Je peux te donner quelques chiffres. Les Sixers, c'est le deuxième defensive rating de la ligue. On est le 18e. Après, on est le 19e offensive rating de la ligue. Et ils sont 13e. Donc, sur le papier, ça apparaît quand même très déséquilibré. Ils ont un candidat MVP dans leur équipe. Ils ont pu le reposer, tout le monde est au frais. Nous, on sort d'une campagne de play-in et finalement même d'une fin de saison où on a probablement lâché quelques forces parce qu'il a fallu batailler à chaque match. Il y a très peu, enfin, il y a quasiment aucun blowout en fait, à part les Cavs et les Pacers il y a 2 jours. Donc en apparence, une match-up très déséquilibrée. Mais bon, on a quand même quelques arguments pour aller en chercher quelques-uns. On y reviendra après. Mais comme tu dis, sur la dynamique, on est quand même sur deux équipes qui vont de l'avant, qui ont des certitudes. Ouais, tout à fait. Ça nous permet d'aborder les clés de la série. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai noté plusieurs choses. Je commencerai par la gestion des fautes de nos postes 5. Ils vont avoir la tâche difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, de devoir défendre Joel Embiid, candidat MVP, tu l'as dit. Euh, Qu'est-ce qui se passe si Alex Len a deux fautes en 6 minutes et que Gafford Rand lui aussi prend deux fautes en 6 minutes? On se retrouve avec Robin Lopez sur Embiid. C'est quand même compliqué. J'adore Robin Lopez. En attaque, il n'y a pas de problème. Mais en défense, c'est quand même compliqué. Donc, et surtout, Gafford est quand même, je trouve, assez souvent en foul trouble quand il s'agit de défendre des très gros pivots bien dominants. Donc ça, pour moi, c'est une première clé. Il va falloir faire attention à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah, clairement, c'est sûr que en fait, en plus, Embiid est expérimenté. Donc, sur un jeune comme Gafford, il va l'avoir l'expérience. Et le vrai point faible de Gafford, c'est de sauter un peu facilement dans les feintes. Donc, on sait qu'Embiid adore ça. Donc, c'est clair que si tu te retrouves sur deux, trois possessions d'affilée avec Embiid au poste face à un de nos cinq, il y aura des fautes et ça va être une vraie clé, comme tu dis, de gérer ça. Et du coup, la transition est parfaite. Du coup, ça m'amène à une de mes clés de la série pour moi, c'est trap Embiid au poste, tout simplement. Euh, à la fois essayer de l'empêcher de prendre sa position préférentielle et s'il arrive à la prendre, il va falloir envoyer quelqu'un dessus pour le forcer à ressortir parce que alors, ok, il a développé son jeu de passe et sa vision, mais ça reste pas Nikola Jokic. Il pourra difficilement trouver à l'opposé dans le weak side un mec tout seul. Donc, si tu veux gêner un tant soit peu Embiid, il faudra le gêner avant qu'il soit poste, parce qu'une fois poste, à mes yeux, c'est un carnage. Et, j'adore Gafford, j'adore Lopez, mais ça suffira pas.
Tout à fait, et d'autant plus que Embiid, effectivement, une fois au poste, il est très très fort. Ça me permet aussi de moi-même rebondir sur ton point au niveau de la pace. Incroyable. C'était pas préparé du tout, mais effectivement, au niveau de la pace, il me semble qu'il va falloir jouer vite, extrêmement souvent. C'est quand même le jeu des Wizards de courir à 1000 à l'heure. Je pense que le jeu des Sixers est principalement basé demi-terrain. Je pense que c'est pas une surprise, notamment avec Embiid qui va pouvoir prendre les prises au poste. À mon avis, si on veut pouvoir exister dans la série, il va falloir bien défendre, déjà dans un premier temps, pouvoir reprendre le rebond rapidement. Prendre le rebond, ça va être quelque chose de difficile, mais il va falloir quand même prendre le rebond et pouvoir ensuite partir à toute vitesse de l'autre côté du terrain pour pouvoir, je pense, mettre en place notre système entre guillemets, de jeu rapide, de transition, de pouvoir empêcher la défense des Pacers, des Sixers de se replacer. La pace, à mon avis, c'est quand même, on a quand même une certaine opposition de style hein, sur cette série. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant, je pense. Ouais, clairement, bah, on l'a vu sur les deux matchs, les deux derniers matchs, enfin les deux matchs de play-in en fait. Face à Boston, on a une pace assez lente finalement et Boston a vraiment ralenti le jeu et on s'est fait manger tout simplement. Contre les Pacers ont voulu jouer au jeu de la pace la plus rapide, on les a éclatés. À ce jeu-là, en fait, je pense pas que on est difficilement prenable avec un Westbrook au rebond et tu as des Rui, des Bill, enfin ça court de partout, c'est très compliqué. En plus, on sait que la défense en transition des Sixers, c'est quand même pas leur point fort pour le coup. Ils sont plutôt lents, même s'ils sont athlétiques. Donc, il va falloir vraiment insister là-dessus. Et puis, comme tu dis, on a la première pace de la ligue. Donc, si on arrive à imposer, peut-être pas sur toute la série, mais au moins sur quelques matchs, ce rythme-là, notamment peut-être à la maison, un peu effréné, un match où les Sixers ont du mal à poser le jeu sur demi-terrain, on pourra les embêter, on aura les armes pour, parce que sur demi-terrain, à la fois en défense et en attaque, on risque de prendre assez cher. C'est vrai. Moi, j'ai une petite question à te poser, je n'ai pas la réponse. C'est la suivante. Qui va défendre Ben Simmons? Alors, je pense que Russell Westbrook va être mis sur Ben Simmons dans un premier temps, mais il va aussi être aidé par Rui Hachimura. Le problème, c'est que si Rui Hachimura se met sur Ben Simmons, qui va défendre Tobias Harris? En fait, il va toujours y avoir, je pense, je ne vais pas dire un role player, mais en tout cas un lieutenant ou un gros joueur des Sixers hors Embiid qui va souvent se retrouver dans une situation extrêmement favorable. Rui, il ne va pas pouvoir être partout. Russell Westbrook fait quand même 20 cm de moins que Ben Simmons. Comment tu envisages cette défense sur les joueurs un peu clés, sans parler de Joel Embiid qui, de toute manière, sera, quoi qu'il arrive, extrêmement dominant, je pense, sur cette série. Comment on gère tous ces joueurs-là? C'est Ben Simmons et Tobias Harris. Malheureusement, en fait, j'ai un peu l'impression que comme tu dis, une équation qui a pas de solution parce que si tu résous le déséquilibre avec Simmons, tu en crées un autre sur d'autres postes, notamment avec Tobias, comme tu as dit, si tu mets Rui dessus. Donc, à mes yeux, en fait, ça va être. En fait, il n'y a plus qu'à prier pour que Westbrook arrive à peu près à contenir Simmons sur ses drives. Ça va aussi être une question. Après, c'est pas que des 1v1. Il faudra aussi qu'on mette peut-être en place des aides. Si Simmons va chercher les drives, etc., on n'aura pas le choix. Si Simmons, on voit qu'il insiste au poste sur Westbrook, si on décide de mettre Westbrook dessus, bah, comme pour Embiid, il faudra peut-être essayer de trap. Il faudra faire en fait des ajustements pour compenser ce déficit de taille-là, mais je pense que malheureusement, tu pars forcément avec un déséquilibre, soit en termes de taille, soit en termes de vitesse, par exemple. Donc, ouais, c'est une vraie équation et je suis pas sûr qu'on ait les réponses et je suis pas sûr non plus que Brooks l'ait, en fait. Tout à fait. Et surtout que là, le postulat se base sur le fait qu'on ait nos 5 joueurs un petit peu titulaires, en tout cas nos 5 joueurs dominant. Qu'est-ce qui se passe en plus de ça si on commence à avoir des 3-guard line-up, voire des 4-guard line-up? Brooks nous a réservé une petite surprise contre Boston. Il nous a fait défendre sur une séquence Ishmis sur Jason Tatum. Donc, je pense que quand ça va être la même chose sur Ben Simmons ou quand ça va être la même chose sur Tobias Harris, si on a un déficit de taille beaucoup trop important, et je pense que de toute manière, par rapport aux deux effectifs, l'effectif des Sixers est quand même bien plus Les courant, athlétiques, ouais. plus athlétique et surtout bien plus grand. C'est pas les plus rapides, je pense, par rapport à nous, mais en tout cas, en termes de taille pure,
Ça va être assez compliqué à gérer. Donc, déjà, avec nos titulaires, c'est difficile. Si en plus, Brooks nous réserve des petites surprises, ça va vraiment, vraiment se compliquer. Ouais, et puis du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire par rapport à Brooks, il y aura aussi ce duel un peu où évidemment c'est encore une fois déséquilibré entre Doc Rivers et Scott Brooks. Brooks, j'y reviens pas parce que comme tu dis, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est probablement pas très beau à voir. Par contre, il y a une vraie interrogation selon moi sur comment Rivers en fait va gérer le backcourt. Qui il va mettre sur Bill, qui va mettre sur Westbrook. Est-ce que ça va s'interchanger? Est-ce que Simmons peut passer de Bill à Westbrook? Est-ce que Danny Green peut défendre Westbrook? Combien de minutes aura un Matisse Thybulle, par exemple? C'est beaucoup de questions et ça conditionnera forcément si tu as, si tu un Bradley Bill game où il est à 30 points à la mi-temps, quels seront les ajustements que fera Doc Rivers pour justement empêcher Bill, on sait qu'il réussit bien contre les Sixers plutôt, pour empêcher Bill de marquer. Bah voilà, c'est pas mal de questions aussi, je pense, au niveau du coaching de l'autre côté, parce que les Sixers aussi, ils vont devoir faire quelques ajustements, je pense. Tout à fait. Et de toute manière, le niveau de nos deux All-Stars, c'est quand même quelque chose sur lequel il va falloir s'attarder. On le sait, Bill est en délicatesse avec ses ischios. Ross m'a paru un petit peu moins frais qu'il y a un mois. Ça doit être quand même l'enchaînement des matchs. Je trouve qu'il a un peu moins de jus que les dernières semaines. Moi, il y a quelque chose qui me fait un peu peur. C'est notre gestion du pick and roll. Qu'est-ce qui se passe quand on a un pick and roll Simmons-Embiid et que c'est Bertans, Robin Lopez sur le terrain à ce moment-là? Ça va être un... En fait, c'est pas que je sais pas, c'est que je sais ce qui va se passer et ça me fait quand même très peur et ça fait beaucoup, 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 beaucoup de contexte un peu négatif dans cette série. En tout cas, de choses en notre défaveur. Vraiment, la match-up est vraiment horrible, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, le pick and roll Simmons-Embiid, je ne sais pas comment le défendre. Bah, déjà qu'on n'a pas su défendre le pick and roll Tatum, Tristan Thompson, j'imagine même pas un Simmons Joel Embiid en fait. Mm. C'est absolument catastrophique. Et de toute façon, notre défense sur pick and roll, hein, que ce soit peu importe qui est ball handler et peu importe qui est roller, globalement, on est assez catastrophique. On défend comme des lycéens en fait sur pick and roll. Vraiment, on décide de switcher, mais on ne s'ajuste pas. C'est juste par réflexe, c'est parce qu'on leur a dit switcher, mais il n'y a aucun ajustement, il n'y a aucune volonté de comprendre et de s'adapter à aucun moment. Donc on risque probablement de. Brad Stevens est un bon coach, hein, mais j'imagine qu'il n'a pas dû faire beaucoup de vidéos pour comprendre que c'était une arme létale contre nous. Et Doc Rivers a probablement regardé Boston-Washington. Il a vu la même chose. Il a peut-être même lu notre thread sur Twitter. Et on va probablement prendre cher. Donc, ouais, comme tu dis, il y a cette interrogation-là sur la défense sur pick and roll. Et après, ouais, moi, j'avais aussi une dernière petite interrogation, comme tu dis, sur l'état de santé de Bradley Beal. On sait qu'il est plutôt bon contre les Sixers. Il a fait un bon match contre Indiana. Et surtout, je l'ai trouvé en réussite à 3 points. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été beaucoup le cas cette saison. Et quand tu as Tobias, Simmons, Embiid dans la raquette en face, il va falloir un minimum te reposer sur le shoot extérieur parce que tu ne vas pas pouvoir drive dans la raquette des Sixers comme tu l'as fait il y a 2 jours dans la raquette des Pacers, avec tout le respect que j'ai pour les Pacers. C'est vraiment pas la même histoire et c'est une vraie interrogation pour moi de savoir si on va être en réussite à 3 points et du coup si Bill sera au niveau, s'il aura les jambes pour. Je sais pas. Ça fait beaucoup, beaucoup d'interrogations et beaucoup de clés, comme tu dis, qui font que la match-up est quand même vraiment déséquilibrée sur le papier. Ouais, c'est clair. D'autant que Ross, comme j'ai dit un petit peu précédemment, il est un petit peu moins frais physiquement. Donc si lui aussi, il peut pas vraiment drive dans la raquette parce il manque de jus. Et en plus de ça, avec Embiid en encre défensive et Simmons qui est capable de suivre même les meneurs, effectivement, s'il faut compter sur le shoot extérieur de Russell ou en tout cas à mi-distance, ça rajoute en plus de Bill quelque chose de vraiment, vraiment délicat. Pour moi, la match-up face aux Sixers, elle est complètement en notre défaveur à tous les points de vue, C'est la pire match-up pour moi. que ce soit sur leur niveau défensif sur les extérieurs ou leur domination sur l'intérieur. C'est vraiment quelque chose d'horrible à jouer pour nous. Donc, pour pouvoir un petit peu exister, il va falloir que certains role-players puissent un petit peu step up. Quel serait pour toi le facteur X, que ce soit du côté des Wizards ou du côté des Sixers, peu importe, qui pourrait potentiellement faire un peu plus pencher la balance d'un côté ou de l'autre?
J'ai noté Gafford. Sur le papier, c'est notre meilleur pivot. On joue, bon, c'est un débat, probablement le meilleur pivot de la ligue, en tout cas en termes de domination athlétique. On sait que Gafford peut répondre à un duel athlétique, c'est de le faire. Maintenant, Embiid est un joueur expérimenté, c'est un joueur qui a beaucoup de toucher, de tact et beaucoup d'intelligence. Et si on veut un minimum contenir Embiid, pour moi, la clé, ça va vraiment être la gestion de Daniel Gafford et surtout à la fois ses minutes. Je pense à Brooks parce qu'il est capable de le faire jouer 13-14 minutes. Et à la fois, quand il se retrouve face à Embiid, comment il le défend? Est-ce qu'il tombe dans ses feintes? Est-ce qu'il fait faute? Embiid va essayer de le dégager, en fait, Mm. comme l'a fait très bien Tristan Thompson il y a 4 jours. Il l'a vraiment sur des fautes bêtes, hein. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à chaque fois et les refs nous Mm. ont un petit peu sifflé de manière parfois injuste. Mais comment Gafford répond à ça? C'est une vraie interrogation pour moi et c'est un vrai test pour lui, pour le coup. Peut-être qu'au Game 1, il sera mangé, mais est-ce qu'au fur et à mesure de la série, il va commencer à comprendre comment jouer Embiid? Ça, pour moi, c'est une vraie question. Et du coup, Gafford, c'est mon factor X numéro un. Et Mhm. toi? Tout à fait. Juste pour rebondir à ce que tu as dit qui était très intéressant, effectivement, Gafford, c'est un peu du genre à sauter sur la première feinte. On sait qu'Embiid, il va quand même chercher beaucoup de lancers. Ouais, On sait ce que ça donne les superstar calls pendant les playoffs. Ça peut être souvent des matchs où Embiid va 10, 12, 15 fois sur la ligne des lancers pendant le match et ça peut être quand même assez difficile à le défendre de toute manière. On le sait, ça va être une match-up extrêmement difficile. De mon côté, mon facteur X, je vais partir plutôt du côté des Sixers parce que pour moi, on a beaucoup de facteurs X du côté des Wizards. Bertans, c'est un facteur X à part entière. Ishmis, Rollo, donc ça fait beaucoup de joueurs sur lesquels il peut se passer quelque chose sur un match. Donc je vais plutôt partir sur Seth Curry. Euh, le petit frère de Steph tourne quand même à 46% derrière l'arc sur la saison. Contre nous, il me semble que, je ne sais plus si c'est le deuxième match, mais en tout cas, il y a un match pendant la saison où il était ouais. complètement en feu derrière l'arc à 6 sur 6 à la mi-temps. Donc, si on n'est pas capable de défendre Embiid, si c'est difficile de défendre Simon, si c'est difficile de défendre Harris et que tu as Seth Curry qui est complètement en feu derrière l'arc, en fait, pour moi, la série, elle n'existe pas du tout. C'est vraiment le genre de mec qui peut complètement te mettre 3 points sur 3 minutes et finalement créer un écart de 10 points et fin de l'histoire, quoi. Pour moi, si en plus des match-ups difficiles, on n'est pas capable de gérer ça, la série, elle est tout simplement terminée. Est-ce que tu auras un petit pronostic éventuellement? Ouais, je suis parti sur un 4-2 Sixers. Alors, je suis souvent le pessimiste dans les pronos entre nous deux, mais ça me paraît, en fait, malheureusement, ça me paraît être un scénario déjà presque optimiste, en fait, le 4-2. Je suis parti du principe qu'on prenait le Game 1 de dimanche. Je sais pas, les Sixers n'ont pas joué depuis 10 jours. Nous, on a à la fois du rythme, en même temps, on a pu reposer un peu tout le monde contre les Pacers, donc on est, je pense, au top physiquement. Donc, à part Bill, bien sûr. Donc, voilà, je pense qu'on prend le Game 1, après on se fait rétamer au Game 2, on prend le Game 3, et puis après, les Sixers se réveillent et on perd 4-2 dignement, peut-être en ayant, je sais pas, un Game 6 un peu accroché, mais comme tu l'as dit, là, on vient de faire tous nos Factor X, toutes nos clés de la série. Il y a quand même assez peu de. Ça fait beaucoup de si, en fait, pour gagner un match et encore plus pour gagner une série. Donc voilà, 4-2, ça me paraît à la fois être réaliste, en même temps un peu optimiste. Et toi? Je vais peut-être te surprendre, mais moi je vais partir sur un sweep des Sixers. Je suis plutôt de nature optimiste, mais honnêtement là, je vois pas. En fait, on a tellement comme situation défavorable à tout point de vue, sur tous les postes. Pour moi, c'est vraiment la pire match-up. Le seul moyen, pardon, de faire un petit peu durer la série, ça sera déjà, quoi qu'il arrive, de prendre le Game 1 avec le fait qu'on soit un petit peu en rythme avec le play-in. On sait également que les Wizards, quand ils sont outsiders, ils sont capables de très grandes choses. On l'a vu face aux bonnes équipes de l'Ouest, on l'a aussi vu face aux Nets. Ouais. Donc, et puis également l'esprit un peu de gagneur de Westbrook qui pourrait faire un petit peu durer la série. Il n'y a aucun scénario dans lequel je vois les Wizards passer. Si les Wizards passent, ce sera forcément sur un game set 4-3, mais de toute façon, on ne pourra pas gagner une série facile. Et de mon point de vue, ça va être quasiment impossible de gagner la série.
Sweep des Sixers, même si d'habitude je suis une nature optimiste, pour moi il y a trop de clés défavorables sur cette série. Il fallait faire le taf face aux Celtics et espérer jouer les Nets. On a eu un peu plus de chance à mon sens. Ok. Du coup, juste petit point calendrier pour terminer. On joue du coup le premier match dimanche là-bas à 19h. Le second, ce sera encore à Philadelphie mercredi à 1h. Le troisième match, le premier à la maison, ce sera samedi à 1h. Et le game 4, si on va, on ira quoi qu'il arrive jusqu'au game 4 en fait, au moins. Du coup, ce sera lundi à 1h et game 5, s'il y en a un, ce sera à définir un peu plus tard dans la semaine. Ça marche. Et évidemment, ce sera retrouvé en live tweet sur notre compte Twitter parce qu'on Et sera là évidemment, il ne faudra pas pour. louper les live tweets. Effectivement. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Yes. On va pouvoir se quitter. Et puis, de toute manière, comme je l'ai dit, on va pouvoir se retrouver dimanche sur Twitter pour le live tweet du premier match. Salut tout le monde! Salut tout le monde. Salut l'équipe.